Bonsoir. Bonsoir la room. Bonsoir le peuple. On va attendre que les gens débarquent un peu. Alors, pourquoi le tofu te parle et moi-même décidons de vous faire ce live aujourd'hui? C'est parce qu'on a eu une nouvelle qui a beaucoup tourné, selon laquelle un médicament, la chloroquine, il me semble, serait efficace contre le coronavirus suite à une étude réalisée par le professeur Didier Raoult. Donc nous allons voir aujourd'hui comment théoriquement il faudrait réaliser une étude pour tester un médicament et comment le professeur Raoult a réalisé la sienne. Oui, banane, mon téléphone qui m'envoie une notif, le tofu te parle est en train de faire un live, merci. C'est d'une utilité fracassante. Alors, comment testons-on un médicament d'après vous? Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui veulent m'aider? Non, pas vraiment. Déjà, comment savoir si un médicament est efficace? La réponse, la première qui viendrait à l'esprit des gens, c'est si le médicament marche, entre guillemets, c'est qu'il est efficace. Si j'ai un rhume, que je prends mon médoc et que j'ai plus de rhume, c'est que mon médoc a soigné mon rhume. Est-ce que c'est vraiment aussi simple? Eh ben non, clairement non, parce que bon, imaginez que j'ai un rhume, que j'aille faire une promenade les fesses à l'air à la pleine lune, et que 2 jours après, mon rhume disparaisse. Comment savoir si c'est la promenade avec les fesses à l'air au clair de lune sous la pleine lune qui a soigné mon rhume? Et si c'est juste une anecdote personnelle, mon expérience personnelle, finalement ça vaut pas grand chose comme expérience. Comment on pourrait savoir si les promenades au clair de lune soignent les rhumes? La première idée ce serait, on prend des gens enrhumés, il y en a la moitié à qui on fait faire une promenade au clair de lune et la moitié à qui on fait rien faire. Et ça, déjà ça donnerait une première idée. Ce serait une étude entre guillemets contre placebo. Ça étudierait, ça donnerait l'idée si la promenade au clair de lune est plus efficace que de rien faire. Voilà, donc ça, ce serait une étude assez mauvaise encore. Pourquoi? Maintenant, on va prendre un autre exemple que moi-même j'apprécie un peu, parce que j'aime bien les démonter de temps en temps, je vous le cache pas. J'ai un rhume, je prends des granules homéopathiques, et une semaine après, je n'ai plus de rhume. Est-ce que ça veut dire que les granules sont efficaces? Et puis bon, on suppose qu'on a fait la même expérience que pour la promenade au clair de lune, les fesses à l'air. Mais cette fois, on a la moitié qui a rien fait, la moitié qui a pris des granules. Est-ce que du coup, si la moitié qui a pris des granules homéopathiques est mieux guérie que la moitié qui a rien fait de son rhume? Est-ce que ça montre que les granules homéopathiques sont efficaces? Eh bien, la réponse, c'est toujours non. Si. Pourquoi toujours non? Parce que on ne sait pas si l'efficacité est due aux granules ou si la guérison est due juste au fait d'avoir pris quelque chose, aux effets contextuels, en l'occurrence à l'effet placebo. Donc pour tester les granules homéopathiques correctement, la chose idéale à faire serait de faire 3 groupes. Un groupe qui prend rien, un groupe qui prend les granules et un groupe qui prend un placebo. Voilà, donc si le groupe qui prend les granules est guéri de la même façon que le groupe qui prend le placebo, là on pourra dire que les granules sont efficaces. Alors supposons qu'on fasse une expérience.
On va voir si ça marche, hein. C'est évidemment du bon gros système D des familles, mais bon, c'est confinement, c'est live, donc on va dessiner les résultats de l'expérience. Donc supposons qu'on ait un taux de guérison. Là, c'est le groupe qui n'a rien pris. Là, c'est le groupe qui a pris un placebo, donc un bout de sucre, n'importe lequel. Et là, c'est le groupe qui a pris des granules homéopathiques. Si on a une différence entre rien prendre et le fait de prendre un placebo, cette différence, on peut l'appeler l'effet placebo. En l'occurrence, la différence entre le taux de guérison sous placebo et le taux de guérison sans rien prendre peut être appelé effet placebo. Qu'est-ce qui se passe si on a les granules au même niveau que le placebo? Eh ben, on peut dire que les granules homéopathiques ne sont pas plus efficaces qu'un placebo. Et c'est ce qu'on observe quand on fait de bonnes études. Qu'est-ce qui se passerait maintenant dans un autre cas? On testerait un médicament efficace contre placebo. Donc on suppose maintenant que tout le monde a compris qu'il faut tester le médicament contre le placebo et que du coup c'est plus la peine de faire 3 groupes, on ne fait que 2 groupes, le groupe qui a le vrai médicament et le groupe qui a un placebo. Et qu'au niveau des taux de guérison, on observe, pour la même chose, quelque chose comme ça. Donc là, ça correspond au placebo, et là, ça correspond au médicament. Là, on voit qu'on a un meilleur taux de guérison avec le médicament qu'avec l'effet placebo seul. Donc, si on fait cette étude, on peut déterminer l'effet spécifique du médicament. Qui est la différence entre le taux de guérison du vrai médicament et le taux de guérison lié à l'effet placebo. Donc si on a simplement, un taux différent entre le placebo et le médicament, on peut en conclure que l'étude est bien faite. À tous les coups, eh ben la réponse c'est pas forcément. On peut avoir d'autres influences que le placebo. Voilà, donc Barbara Vasseur-Noita nous dit double aveugle. C'est quoi le double aveugle? Le double aveugle, c'est pas Gilbert Montagnier et Ray Charles qui font une étude ensemble, même si ce serait 2 aveugles qui feraient une étude, ce serait du double aveugle. Mais c'est pas ça le double aveugle. Ça, c'était une blague à 2 balles vachement oppressive. Le double aveugle, c'est que lorsque l'on fait nos tests, il faut on fait les tests en aveugle. Donc, c'est-à-dire en aveugle, il ne faut pas que le patient sache s'il a le placebo ou le vrai médicament. S'il n'y a uniquement le patient qui ne sait pas s'il a le placebo ou le vrai médicament, eh bien, c'est du simple aveugle. Pourquoi du double aveugle? Parce qu'il faut également que le médecin qui administre le médicament ou le placebo ne sache pas s'il administre le vrai médicament ou le placebo. Pourquoi? Parce que imaginez que le médecin soit au courant qu'il sache en allant voir son patient s'il va lui donner le placebo ou le vrai médicament. Le fait de savoir pour le médecin s'il donne le vrai médicament, ça peut suffire à influencer le patient. Ça peut être un effet contextuel qui est l'effet contextuel du médecin. Du coup, si on a du simple aveugle, on peut avoir une meilleure guérison chez ceux qui ont le vrai médicament, simplement dû à la suggestion liée au médecin. C'est comme ça. C'est d'ailleurs, et même si le patient est un animal, cette étude peut fonctionner. Un animal non humain, par exemple, on voit des études mal faites en simple aveugle pour de l'homéopathie, où on voit en simple aveugle que les animaux guérissent mieux avec l'homéopathie qu'avec un sucre qui n'a pas été dilué, dynamisé 12 000 fois. Et quand on fait les mêmes études en double aveugle, eh bien les animaux qui prennent de l'homéopathie guérissent de la même façon que les animaux qui prennent le placebo. Donc le simple aveugle, c'est insuffisant car même les animaux sont suggestibles, même les animaux sont sujets à l'effet placebo, donc les animaux non humains. Et il en est de même
pour les animaux humains. Donc ça, c'était le double aveugle. Est-ce que le double aveugle, ça suffit, une étude en double aveugle, pour savoir si mon médicament fonctionne? Eh bien, pas forcément. Pourquoi? Imaginez que je fasse mon groupe, que je sois un labo pharmaceutique un peu véreux qui veut vendre mon médoc coûte que coûte. Donc pour montrer que mon médoc est efficace, je fais évidemment 2 groupes en double aveugle comme il faut, avec un placebo, un vrai médoc. Et pour choisir mon groupe, je prends les patients, comme dirait notre ami Caius dans Kaamelott, les 3 vieux, les 3 moisis, je les mets dans le groupe placebo, et les mecs en pleine forme, je les mets dans le groupe vrai médoc. Donc si je mets tous les moisis dans le groupe placebo et tous les mecs en pleine forme dans le groupe vrai médoc, eh ben les mecs en pleine forme vont mieux guérir que les moisis, même en supposant que le médicament ne soit pas efficace. C'est pour ça qu'il faut, en plus du double aveugle, faire une étude randomisée. Qu'est-ce que ça veut dire randomisée? C'est-à-dire que l'on sélectionne quels patients seront dans le groupe placebo et quels patients seront dans le groupe spécifique du médicament au hasard. Barbara me dit Boiron. Pourquoi Boiron? J'ai dit que j'étais un labo tout moisi, c'est ça? Voyons, je ne me permettrai pas de dire que Boiron est un labo tout moisi, enfin. Je suis sûr que ce qu'ils font, c'est propre sanitairement, qu'ils stérilisent bien. Bon, après, ils vendent de l'homéopathie. Disons que, selon le consensus scientifique, l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. Et selon beaucoup de médecins, mais pas à l'ordre des médecins bizarrement, je m'en fous, je suis pas médecin, on peut pas m'attaquer pour non-confraternité, l'homéopathie devrait cesser d'être remboursée, parce que bon, si on rembourse l'homéopathie, qu'est-ce qui nous empêche de rembourser les fraises Tagada? Je suis sûr qu'avec des fraises Tagada, on peut guérir des maux de tête aussi bien si on appelle ça fraise Tagada coccilium, ça doit peut-être soigner les états grippaux. Voilà, ça c'était gratuit. Bon, donc j'espère, si vous avez suivi la vidéo, que vous l'aurez compris. Pour montrer qu'un médicament soit efficace et éviter le maximum de biais, il faut faire une étude randomisée en double aveugle contre placebo. Alors contre placebo, c'est pas toujours vrai, ça peut être contre un autre médicament qu'on a déjà testé, dont on a montré l'efficacité. Par exemple, ça existe dans certaines études. Par exemple, imaginons que j'ai inventé le Doliprane, le Doliprane 2.0. Est-ce que le Doliprane 2.0 sera aussi efficace que le Doliprane? On peut faire un test en double aveugle où un groupe prend le Doliprane 2.0, l'autre groupe prend le Doliprane. Et si le Doliprane 2.0 a une efficacité comparable au Doliprane, c'est qu'il est aussi efficace que le Doliprane. S'il a une efficacité supérieure, c'est qu'il est plus efficace que le Doliprane. Donc, il n'y a pas toujours des tests contre placebo, mais il faut au moins qu'on ait des tests soit contre placebo, soit contre un médicament qui fonctionne. Donc on a montré qu'il fonctionnait en faisant une étude rigoureuse. Alors, vous aurez lu le titre du jour. La question du live, c'est est-ce que la molécule miracle de notre ami le professeur Raoult fonctionne? Parce qu'on a vu plusieurs articles donner des espoirs incertains qui ont été relayés par la presse, notamment par France Info, sur l'antipaludisme qui serait efficace contre le coronavirus. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé lire l'étude, voir comment elle était faite. Et comment a été faite l'étude? Elle a été faite ni de façon randomisée, ni en double aveugle, ni contre placebo. Alors déjà, ça part mal. Comment il a fait l'étude, notre ami? Alors notre ami a pris 42 patients. Au départ, il en a mis 26 dans le groupe avec médicaments et 16 dans le groupe contrôle. Qu'a eu le groupe contrôle? Ils n'ont pas eu un placebo. Le groupe contrôle, ce sont juste des gens auxquels on n'a rien donné. Donc déjà, ce n'est pas une étude contre placebo, c'est une étude contre ne rien donner aux patients. Ensuite, donc, sur 46 patients, il y en a 26 à qui il a donné le médicament testé. Donc, parmi les 26, il n'en restait que 20 à la fin de l'étude. Pourquoi
Est-ce que c'était les Hunger Games? Bah pas tout à fait, c'était les Coronavirus Games peut-être. Sur les 26, il y en a 6 qui sont sortis. Donc parmi les 6 qui sont partis, il y en a 3 qui sont partis, alors selon l'étude. Et puis je rajouterai une section erratum dans les commentaires, parce qu'il est possible que je dise une bêtise, parce que des fois les études scientifiques c'est en anglais, et puis c'est des fois dans des langages un peu abscons, donc il arrive qu'on les comprenne de travers. Donc peut-être que j'ai compris de travers, mais de ce que j'ai compris en lisant l'étude, c'est que parmi les 26 qui étaient testés avec le médicament, il y en a 6 qui sont partis. Parmi les 6, il y en a 3 qui sont partis en soins intensifs. Il y en a un qui est mort. Donc quand je vous dis Hunger Games, bah, le sort ne lui a pas été favorable. Et il y en a un qui a eu trop d'effets secondaires parce que c'est un médicament, la chloroquine, qui est pas peut-être qui tue le virus. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire, mais qui est pas sans effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires, sauf les médicaments homéopathiques. Mais bon, ils n'ont pas d'effet primaire non plus. Mais certains ont des effets secondaires assez forts, et la chloroquine a des effets secondaires assez forts. Donc parmi les 6, il y en a 3 qui sont partis en soins intensifs, un qui est mort, un qui a arrêté parce que la chloroquine avait trop d'effets secondaires sur lui, et un qui a décidé de partir parce que finalement le test a été négatif assez tôt. Le 3e jour, le test a été négatif. Alors, est-ce que les tests sont fiables à 100%? Honnêtement, il y avait des... J'espère que si quelqu'un pouvait m'éclairer là-dessus, ça m'arrangerait, parce que bon, de ce que j'ai compris de l'étude, il est possible que le test soit pas fiable à 100% et que du coup, c'était peut-être qu'il a trouvé des faux positifs, qu'il les a mis dans le groupe contrôle, on ne sait pas. Les tests diagnostiques ne sont jamais fiables à 100%, on peut avoir des faux négatifs, des faux positifs. Donc déjà, parmi les 6, il y en a un qui était plus contaminé, qui est parti, qui a quitté l'hosto parce qu'il a dit « Tiens, aujourd'hui je suis plus infecté, avant-hier je l'étais, aujourd'hui je le suis plus ». Donc un faux positif, un faux négatif, on ne peut pas savoir, mais déjà ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Donc on a eu ça. Ensuite, est-ce qu'on a eu randomisation? Alors pas vraiment, parce que l'étude laisse un flou un peu artistique là-dessus. On n'a pas vraiment l'impression que ça a été randomisé. On a l'âge des patients, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et c'est tout. Dans le groupe avec le médicament, on a des gens qui ont l'air plus âgés que dans le groupe contrôle. Donc voilà, alors l'étude donne des résultats quand même qui ont l'air encourageants, mais on ne sait pas, on ne peut pas vraiment savoir si c'est dû aux médicaments, si c'est dû aux effets placebo, ou est-ce que ce serait peut-être pas dû au médecin qui aurait randomisé un peu fort pour vendre son idée un peu trop, quoi. Parce que bon, les médecins qui se trompent en faisant des études, qui sont trop attachés à leurs conclusions, ça s'est déjà vu dans l'histoire des sciences. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure non plus. Donc pour l'instant, on a plusieurs hypothèses. Hypothèse 1, la chloroquine est efficace contre le coronavirus. Mais bon, dans ce cas-là, pourquoi avoir fait une étude non randomisée sans aveugle? Parce que oui, les patients savaient tous, ne savaient pas s'ils avaient le placebo ou le vrai médoc. Ils savaient tous soit le vrai médoc, soit rien du tout. Donc il n'y a pas d'aveugle. Il n'y a pas de contrôle placebo. On ne peut pas savoir si l'effet observé, on a observé un effet, mais on a observé un meilleur taux de guérison parmi les patients traités que parmi les patients non traités. Ça, c'est vrai. À quoi c'est dû? Ça, c'est toute la question. Pour être sûr que c'est dû aux médicaments, il aurait fallu faire une étude randomisée en double aveugle contre placebo. On a eu une étude qui n'était pas randomisée, qui n'était pas en aveugle et qui n'était pas contre placebo. Donc pour l'instant, cette étude est à prendre avec des super pincettes. On a plusieurs hypothèses possibles pour expliquer ces résultats qui ne s'excluent pas forcément les unes avec les autres. On a le médicament fonctionne, on a du placebo, on a les tests du coronavirus qui ont eu des faux positifs, faux négatifs, et on a l'hypothèse qui me plaît pas forcément personnellement, mais qu'on ne peut pas toujours exclure, parce que de ce que j'ai compris, ce professeur a l'air d'être un habitué de la publication, de la surpublication avec des peer reviews pas faites par ses amis.
Donc le professeur qui aurait légèrement exagéré ses résultats. Quelle est la bonne hypothèse? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une étude en double aveugle, randomisée, contre placebo, pour être sûr que la chloroquine est bien efficace contre le coronavirus. Et tant qu'on n'aura pas cette étude, on ne pourra pas conclure. Et comme le dit Mr Sam, pour l'instant, prendre de la chloroquine, c'est parier. Est-ce que vous voulez parier? Plus ou moins. Alors après les choix éthiques, c'est compliqué, quoi. Est-ce que c'est un patient qui a plus de respirateur parce qu'il y en aura plus pour tout le monde? Est-ce qu'on peut pas envisager de lui donner de la chloroquine? Est-ce que c'est éthique? Je sais pas. Est-ce que donner de la chloroquine à tout le monde, c'est éthique? Moi, je suis beaucoup moins convaincu parce que ça a l'air d'avoir des effets secondaires assez forts. Ça peut être un taux de létalité peut-être comparable à celui... pardon, je lisais le message. La chloroquine peut avoir des effets secondaires qui ont un taux de létalité qui est peut-être même supérieur à celui du virus. Donc voilà, pour l'instant, la conclusion intelligente à avoir, c'est on ne peut pas savoir et on ne peut pas se servir de cette étude pour se faire un avis qui ne soit pas biaisé. La seule étude que l'on a des résultats qui sont potentiellement encourageants, mais on ne peut pas être sûr que la chloroquine soigne bien le coronavirus. Et pour avoir cette certitude, il faut faire des tests en double aveugle contre placebo. Et j'espère qu'ils seront faits et j'espère qu'ils seront publiés même s'ils sont négatifs. Parce que je sais que c'est plus dur de publier un résultat négatif, mais s'il y a des chercheurs qui font ça, alors je suis personne pour faire cet appel, mais j'aimerais quand même qu'ils publient, ne serait-ce que sur un vieux PDF pourri si les revues l'acceptent pas. Sur un PDF sur le net, ça marchera très bien. Mais qu'ils publient leurs résultats s'ils font cette étude en double aveugle contre placebo, parce qu'un résultat négatif est au moins aussi important qu'un résultat positif pour cette étude. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. J'espère que ça aura été pédagogue. J'espère que vous aurez compris. Et donc, je vais vous laisser. Et maintenant, on a Camille et Nwata, apparemment, qui vont jouer, si j'ai bien compris, à Blanc Manger Coco. Donc je vous laisse et je vous laisse regarder leur live. Merci.